Que ça prend excellence, vous pensez qu'on peut vraiment les discipliner, les responsabiliser quand on voit qu'ils défient même à la limite en tout cas l'autorité de l'État. Donc le ministre de l'administration territoriale justement a pris un certain nombre de mesures. Immédiatement après à commissariat, on a vu en fait l'effet que ça produit. Donc il y a une espèce de défiance. Est-ce que ce ne sont pas à la limite en fait des mesures incontrôlées malgré les bonnes volontés dont vous parlez? Je pense que vous êtes un observateur très averti de la situation nationale. Il ne faut pas vous laisser influencer par les apparences. Ce que j'ai dit, le fond de la question de Kolwego, c'est quelque part une réponse de nos concitoyens à un problème de sécurité nationale, à un problème de sécurité intérieure. Voilà, et c'est ça. Et comme j'ai dit, ce n'est pas faire preuve de laxisme, ce n'est pas faire preuve de faiblesse que d'accepter que nos frères qui veulent nous aider, qui veulent aider nos forces de défense et de sécurité, le fassent dans le respect de la loi. J'ai dit bien aider les forces de défense et de sécurité dans le respect de la loi. À ce moment, ils sont les bienvenus. Vous le feriez, que je vous soutiendrai. Vous le feriez, que je le soutiendrai. Vous également, le soutiendrez, dans la limite du respect de la loi et de l'autorité de l'État. Monsieur le Premier ministre, comment on amène ces Kolwego justement à intégrer le droit chemin quand on sait aujourd'hui que les avocats, les magistrats et même les forces auxiliaires là, sont contre leurs pratiques parce qu'ils sont à la limite de la loi, en tout cas pour la grande partie de... Moi, je n'ai pas entendu des avocats, des magistrats s'exprimer sur cette question-là. Je ne sais pas. Il y a eu des déclarations. Mais ce que je sais, c'est qu'en tant que chef de gouvernement, la ligne, je vous dis, je reviens encore sur la ligne du gouvernement. Chaque fois que j'ai entendu parler de débordement, de Kolwego ou bien de qui que ce soit dans quelque part, la réponse du gouvernement était constante. La réponse du gouvernement était constante. Zéro tolérance. Tous ceux qui vont au-delà de la loi, ils sont immédiatement arrêtés, systématiquement déférés devant les tribunaux et jugés, avec la dernière rigueur de la loi. Monsieur le Premier ministre, mais quand vous voyez en tout cas des longues files, en tout cas de citoyens burkinabés brandissant leurs armes de façon ostentatoire, un peu partout sur le territoire. Récemment à Kombisiri, ils ont été rejoints par un ancien de l'armée, Boukari Kaboré dit de Lyon. Alors est-ce que, parce que certains y voient les prémices de quelque chose qui pourrait échapper à tout contrôle, est-ce que ça vous inquiète, monsieur le Premier ministre? Je reste vigilant, je ne suis pas inquiet. Je suis très vigilant, comme les autres membres du gouvernement. Nous suivons de très très près, mais nous ne paniquons pas. Parce que nous considérons que les choses sont sous contrôle. Je peux très bien comprendre que la population, quand elle voit, se laisse impressionner par certaines images, par certains mouvements, mais il ne faut pas. Il faut faire confiance à l'État. Il faut faire confiance aux forces de défense et de la sécurité. Les choses sont sous contrôle. La situation est sous contrôle. Comme je l'ai dit, force restera toujours à la loi. Les forces de défense et de sécurité, la justice auront toujours le dernier mot dans ce pays. Maintenant, en dehors de ça, chacun peut aller et venir. Chacun peut se... Voilà, les gens peuvent se... Mais la limite à cela, c'est le respect de l'ordre public. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au-delà des Kolwego, il y a un problème autrement plus grave, si on peut dire, le problème du terrorisme. Alors les gens disent djihadisme en tout cas par excès de langage, abus de langage. Le 15 janvier, Ouagadougou a été frappé. Bien avant, il y a eu l'enlèvement du Roumain à la mine de Tambao, où aussi ils ont frappé, ainsi également que dans le Kénédougou. Alors quelle est la réponse concrète du gouvernement pour juguler ce phénomène? Quand on voit par exemple qu'il y a des commissariats de police qui n'ont que 3-4 personnes, des brigades de gendarmerie en fait qui sont sous-équipées, qui n'ont pas le minimum humain pour défendre en tout cas justement certaines parties du territoire. Parce que le problème, une partie du problème, je pense, est à ce niveau. Je vous remercie pour votre question. C'est une très bonne question. Ça me donne l'occasion de clarifier la position de mon gouvernement sur la question. Parce que là aussi, nous avons hérité d'une situation que vous connaissez. Tout le monde sait que l'ancien régime, la politique de sécurité de l'ancien régime était tournée autour de la préservation du pouvoir d'État, par celui que vous connaissez.
À ce moment-là, toutes les armes, tous les moyens militaires étaient concentrés, oui, voilà, là où vous savez. C'était où? Ah, je ne sais pas, vous savez très bien. Voilà, ce que je veux dire, c'est que, pour parler sérieusement, c'est qu'aujourd'hui, la politique de mon gouvernement consiste à faire que il faut rééquiper nos forces de défense et de sécurité, qui ont longtemps été démunies totalement. Il faut faire en sorte que toutes les unités dans le pays disposent des armes dont elles ont besoin pour faire le travail. Alors, il faut également renforcer les effectifs, de manière à ce que, oui, les incidents de ceux que nous avons vécus récemment donc à Indabao ne se respectent pas, ne se répètent pas. Donc, il faut que les effectifs soient renforcés, il faut que les équipements militaires soient également pourvus, il faut également que nos forces de défense et de sécurité... Permettez-moi de vous couper. Il faut. Oui, il faut certainement. Qu'est-ce qui est fait de façon concrète dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des actions qui sont déjà en cours ou bien en voie de l'être? Mais permettez-moi quand même de ne pas évoquer quand même certains sujets qui touchent à la sécurité nationale sur un plateau de télévision, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais il faut faire... donc, ce que je veux dire... Secret d'État pour secret d'État, on peut quand même nous dire si le dispositif a été renforcé au niveau du Nord. Non, faut être sûr d'une chose, c'est qu'il ne se passe pas un seul jour sans que ces questions du président, de façon moi-même, nous évoquions ces questions de sécurité nationale. C'est bien, c'est la sécurité nationale. Il ne se passe pas un seul jour sans que nous les évoquions sur toutes les dimensions. Et ça revêt plusieurs dimensions. Il y a des dimensions qui relèvent donc du renseignement. Il y a des dimensions qui relèvent donc des équipements de nos armées et de nos forces de défense et de sécurité. Et il y a des dimensions qui relèvent également des effectifs dont disposent nos forces de défense et de sécurité. Il y a des dimensions qui relèvent également de la stratégie de redéploiement de nos forces de défense et de sécurité sur le territoire en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes et l'intangibilité de nos frontières. C'est un travail de longue haleine, mais on ne peut pas claironner sur le partout, c'est ce que nous faisons. Sinon, nous dévoilerons donc nos stratégies. Donnez-nous une indication. Par exemple, le budget 2016 a été réélu dans un contexte d'après l'attentat de Ouagadougou. Les chefs leaders ont dit qu'ils étaient sous-équipés. On a dit que dans le budget, on va en tenir compte. Est-ce que vous pouvez nous dire si le budget a effectivement tenu compte de ça, si ce n'est pas un secret, en termes, par exemple, de proportion d'augmentation par rapport au budget précédent, consacré, par exemple, aux équipements militaires? Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous assurer, c'est que le gouvernement a pris toutes les mesures sur le plan budgétaire et sur le plan financier, sur le plan organisationnel, pour faire en sorte que les choses changent, que du point de vue du matériel, du point de vue du renseignement, du point de vue des effectifs, nos forces de défense et de sécurité soient mieux équipées pour assurer donc les missions. Ça, je peux vous le dire. Maintenant, les chiffres, je ne vais pas entrer dans les détails des chiffres. Monsieur le ministre, le gouvernement ne dort pas. On ne peut pas être insensible à tout ce que nous vivons autour de nos frontières, même à l'intérieur du pays. On ne peut pas. Ce serait faire preuve d'irresponsabilité totale. Mais il y a ce constat qui est un fait. Donc notre responsabilité en termes d'homme d'État, c'est de concevoir déjà une stratégie contre l'insurrection, enfin une stratégie appropriée à la menace. C'est la première question, ça c'est la première chose à faire. Il faut concevoir déjà une stratégie qui soit adaptée à la menace. Une fois que la stratégie est adaptée à la menace, il faut maintenant définir les moyens qui peuvent permettre donc de mettre en œuvre cette stratégie-là. Et donc toutes ces étapes-là, le gouvernement y travaille. Mais c'est des sujets qui ne peuvent pas être mis sur la place publique. Oui, monsieur le Premier ministre, on l'a compris, donc cette question est secret d'État, on ne pourra pas arracher quelque chose. Il nous reste 2 points essentiels sur cette question de la gouvernance, la corruption et la justice. Alors, au moment où vous entriez en fonction, votre première conférence de presse, vous l'avez annoncé, 0 tolérance à la corruption et l'exemple va venir de votre gouvernement. Alors, 6 mois après, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes sûr que tous les membres du gouvernement sont clean? Ce dont je peux être sûr, c'est que s'il est prouvé qu'un membre du gouvernement a été pris dans une affaire de corruption ou dans une affaire de trafic d'influence, dans une malversation financière, c'est sûr que dès le lendemain, il quitte le gouvernement.
Ça, tout le monde le sait au sein du gouvernement. Alors, si vous m'apportez la preuve, peut-être pas vous, en tout cas peut-être la justice, qui prouve qu'en tout cas quelqu'un de mon gouvernement a été pris dans une histoire de cette nature, c'est ce que je peux vous garantir, c'est que la personne quittera le gouvernement dès le lendemain. D'une manière générale, sur cette problématique de corruption, de lutte contre la corruption, le citoyen lambda a l'impression qu'en dehors du discours, rien n'a véritablement en fait évolué entre l'ancien régime et l'actuel gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a une véritable volonté politique actuelle d'endiguer ce fléau? D'abord, je vais vous donner des exemples. Tous les rapports de l'autorité supérieure du contrôle de l'État de la lutte contre la corruption qui nous parviennent sont épluchés au peigne fin. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu encore des instructions du président du FASO me demandant de prendre des mesures pour mettre en œuvre des recommandations issues des rapports de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de la lutte contre la répression. Tous les jours. Et moi-même, au niveau de la primature, j'ai mis une structure spécialisée sur cette question-là pour exporter les rapports en question et prendre les mesures appropriées pour que ces situations ne se répètent pas. Deuxièmement, il faut mettre en place des réformes pour que ces situations ne se répètent pas. Et deuxièmement, s'il est nécessaire de prendre des sanctions administratives, les ministres concernés ou moi-même, nous les prenons, et sans préjudice des actions judiciaires que la justice pourrait prendre. Donc, ce sont des rapports qui sont exploités au peigne fin et que nous suivons à la lettre. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'au niveau de la justice, je vais vous dire une chose. La loi CNT 04-2015, c'est nous qui l'avons opérationnalisée. Les 3 décrets d'application qui ont été adoptés, c'est nous qui avons pris ces décrets. Le décret relatif au délit d'apparence, le décret relatif donc, au seuil d'acceptabilité des cadeaux, le décret relatif à l'obligation de déclaration de patrimoine et des biens pour les hommes politiques. C'est nous qui les avons déclarés. Alors donc, c'est nous qui les avons pris. C'est pourquoi tout ça, c'est pour lutter contre la corruption. Un cas pratique excellent, si vous permettez. L'audit de la transition a révélé en tout cas justement un certain nombre de joyeusetés entre griffes. On a parlé même de blanchiment d'argent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce dossier précis? Je ne vois pas de quoi parler. Blanchiment d'argent, c'est ça? Oui, c'est près de plus de 97 ou 96 milliards en tout cas justement, voilà. Oh non. Et ensuite il y a eu quand même en tout cas le rapport de la SE sur l'audit sur la transition qui a révélé un certain nombre d'irrégularités, pour ne pas dire pire. Est-ce qu'il y a des choses en tout cas qui sont entreprises sur ce dossier précis? 2 choses. Comme je vous l'ai dit, tous les rapports de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption sont pris très au sérieux par l'exécutif, par le président du FASO et par moi-même. Nous épluchons, nous donnons des instructions au ministre pour prendre les mesures administratives qui sied, les réformes qu'il faille engager au niveau de chaque ministère pour que ça ne se répète pas, sans préjudice des suites judiciaires qui sont engagées le cas échéant. Nous le faisons. Bon, maintenant, sur cette question-là, j'ai dit simplement que nous n'avons rien à reprocher. Les rapports de la SE qui est sorti, il a été exploité, sur l'audit de la transition, il a été exploité de la même façon que les autres rapports. Et soyez sûrs, mais comme je vous dis, souvent, nous les citoyens, nous sommes un peu pressés. Parce que nous pensons que les choses sont évidentes et qu'il faille attraper les gens et puis les jeter en prison. Non, il faut laisser la justice faire son travail, parce que nous sommes dans un état de droit. Il y a des procédures que nous devons respecter. Il y a les droits humains que nous devons respecter. Sinon, ce serait trop facile. Vous savez, je vous coupe pas. Vous savez, quand vous voyez dans la rue, dans le temps de ma jeunesse, on voyait ça très fréquemment. Dès qu'on entend des scènes dans la rue, oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un pogrom. On dit, c'est un voleur qu'on a attrapé ici dans tel quartier, dans tel quartier. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Parce que rapidement, les gens se faisaient justice. Mais est-ce que c'est une bonne chose? On n'est même pas sûr que la personne a commis un vol, qu'elle a commis un crime, etc. Parce que simplement, quelqu'un a crié, ah, c'est un voleur. On le prend, on le lynche. Non, je vais terminer cette question-là. C'est pour dire que, contrairement à ce que vous dites, aucun rapport de l'autorité supérieure du Conseil d'État et de la lutte contre la corruption n'a été classé dans un tiroir. Ça n'existe pas. Le président du FASO m'interpelle tous les jours. Et moi aussi, j'interpelle les ministres tous les jours. J'ai même mis un dispositif spécial à la primature pour suivre, relancer, pour m'assurer
que toutes les conséquences administratives sont tirées. Les conséquences de droit, naturellement, relèvent donc des prérogatives dans la justice. Monsieur le Premier ministre, que le temps passe vite. Peut-être pour terminer sur cette question de la gouvernance, il y a la justice aujourd'hui. Les magistrats sont inquiets parce que sous la transition, en tout cas, ils avaient obtenu donc cette séparation franche, en tout cas, de l'exécutif et du judiciaire. Aujourd'hui, l'impression qu'ils ont à travers les différentes déclarations, c'est que avec en tout cas la nouvelle constitution qui se profile, le gouvernement en tout cas aurait l'intention de remettre en cause en tout cas cette avancée, cet acquis. Moi je regarde les faits, je ne m'en tiens pas aux déclarations. Je regarde les faits. Je voulais compléter mon propos sur la question précédente. C'est nous, comme je t'ai dit, qui avons le décret d'application pour opérationnaliser la lutte contre la corruption. C'est nous également qui avons créé le tribunal, qu'on appelle ça, au niveau de la justice. Il y a un tribunal, voilà, il y a deux pôles qui ont été créés par les tribunaux de grande instance de Ouagadougou et de Bobo pour lutter contre les crimes économiques. Ça, c'est quand même quelque chose. Et sans compter que nous avons créé également un pôle spécial sur le terrorisme auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Nous avons créé un tribunal de grande instance à Koupela, nous avons créé une cour d'appel à Fadangourma, nous avons créé 2 tribunaux de travail à Waïguia et à Dori. Tout ça pour permettre l'accessibilité des citoyens à la justice. Et tout ça également pour lutter contre la corruption. Nous avons même fait appel à la coopération internationale pour former des juges qui travaillent dans ce pôle sur les crimes économiques. Et donc il y a une dimension formation et de renforcement des capacités qui montre vraiment que nous sommes déterminés à aller de l'avant. L'indépendance de la justice est un acquis. L'indépendance de la justice est un acquis. Je ne sais pas à quel propos vous faites allusion, mais en tout cas, il y a... Au propos du président du Faso et du président de l'Assemblée notamment. On n'a pas les cités. Non, il ne faut pas sortir les propos tenus... Il faut pas, je crois que vous les sortez de leur contexte. Moi, je crois que c'est une mauvaise interprétation. Le président du Faso est un démocrate convaincu. Il a été de ceux qui ont signé la charte sur le renouveau de la justice, sur l'indépendance de la justice. Pourquoi aujourd'hui il reviendrait subitement sur ses convictions? Parce qu'il y a trop de libération, de libertés provisoires qui sont accordées, qui peut-être, en tout cas peu rapidement, voilà, ne sont pas du goût de l'exécutif et alimentent peut-être le ressentiment de l'opinion. Non, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire. Mais si vous saviez la sérénité avec laquelle le président du Faso et moi-même nous gérons cette situation, nous mesurons la gravité donc de la situation, mais nous le gérons avec sérénité. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous guide? C'est le principe de la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce qui nous guide? C'est le principe de l'indépendance des pouvoirs. Qu'est-ce qui nous guide? C'est la volonté de faire ensemble que la démocratie s'approfondisse dans ce pays et que les populations jouissent toujours la présomption d'innocence. Voilà. Monsieur le Premier ministre, peut-être sur cette section de la gouvernance, on est pris par le temps. On va essayer de progresser dans cette émission, si vous le permettez, avec une autre question non moins importante, la deuxième rubrique donc à présent. Le capital humain, Monsieur le Premier ministre, c'est l'un des axes forts de votre politique. Vous l'avez donc annoncé lors de votre déclaration de politique générale. Alors, quelles sont les principales actions qui ont donc été mises en œuvre à ce jour? Suivons ce reportage. Le capital humain se trouve au centre des préoccupations du gouvernement. Le programme présidentiel met l'homme au centre de toutes les initiatives et actions qui doivent être menées dans le processus de développement. Le gouvernement s'est engagé à consacrer beaucoup d'efforts et de ressources à la santé, à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle, à l'emploi des jeunes, à la protection sociale des travailleurs et à la promotion de la femme. Sur toutes ces questions, des acquis considérables ont été enregistrés, même si des efforts restent à faire.
Le gouvernement œuvre pour l'amélioration des indicateurs de santé à travers notamment la mise en œuvre de certaines mesures, à savoir la gratuité des soins et le recrutement d'agents de santé à base communautaire. À ce propos, on note par exemple la généralisation de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans depuis le 1er juin 2016 sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne l'éducation, il y a eu le lancement de la construction des infrastructures éducatives le 26 mai dernier à Fadangourma. Au total, 3519 jeunes ont été recrutés dans le cadre du projet Emploi 4200 jeunes pour l'éducation nationale. Ils sont en formation à Koudougou depuis la fin du mois de juin. Ces jeunes viendront renforcer le personnel enseignant du poste primaire. La crise des universités demeure une question préoccupante pour le gouvernement, d'où la recherche de solutions idoines. Il s'agit entre autres du recrutement par an de 100 docteurs enseignants d'université, 100 attachés temporaires d'études et de recherche et l'achèvement de la construction d'infrastructures dans les universités de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et les centres universitaires de Dédougou, Fadangourma et Wayuria. Voilà donc pour ce reportage concernant donc cette question cruciale, en tout cas du capital humain. Et tout de suite, nous allons suivre la question d'un citoyen recueilli sur le terrain. Depuis janvier jusqu'à l'heure où je pose cette question, les professeurs vacataires qui ont assuré les cours dans les CG et lycées n'ont pas eu les frais de vacation. Je voudrais savoir si vous êtes au courant de cet état de fait. Et si vous êtes au courant, quelles sont les dispositions qui sont prises pour juguler ce problème avant la rentrée? Alors, Monsieur le Premier ministre, on a suivi donc l'intervention de ce citoyen sensible donc à la question de la prise en charge des frais de vacation. Alors, leur argent qui tarde à venir, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes au courant? Bon, ce que je sais simplement, c'est que il y a eu des... Vous savez, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, il y avait un budget qui avait été voté. C'était le budget du gouvernement de la transition qui avait été voté au mois de décembre. Et bien entendu, ce budget ne peut pas nous engager. Donc ce que nous avons essayé de faire, c'est d'ajuster le budget donc, de l'État en fonction des quelques priorités que nous pouvions imprimer à notre politique déjà en 2016. C'était l'objet donc de la loi de finances rectificative. Et ce que nous avons fait. Mais la procédure au niveau du Parlement a été, voilà, ce qui devait se faire, de sorte que la mise en place de la loi de finances rectificative et donc du budget de l'État au cours de l'année 2016 a pris du temps par rapport au temps habituel. De sorte que, naturellement, la mise à disposition donc, des crédits budgétaires au ministère a pu prendre un peu de temps. De sorte que, oui, il a pu arriver qu'il y ait eu certains retards dans les règlements de certaines factures au niveau de certains prestataires, dans les règlements également de certains, de certaines indemnités, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais selon les rapports qui me sont parvenus, la situation s'est normalisée depuis. C'est normalisé depuis longtemps. Je pense que c'est une situation qui a prévalu peut-être jusqu'au mois d'avril. Mais à partir du mois de mai, dès que la loi des finances rectificatives a été votée et que les crédits budgétaires ont été alloués aux différents ministères, tout ça est rentré dans l'ordre. Je pense que c'est une situation ancienne que notre téléspectateur décrit. Ça ne correspond pas du tout à ce qui prévoit actuellement sur le terrain. Ok, mais de toutes les façons, l'assurance est donnée que si c'est le cas, peut-être les dispositions seront prises sur le Premier ministre. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, le budget de l'État, comme j'ai dit, tout ça c'est prévu. Nous avons prévu les salaires, les indemnités, tout ça c'est prévu. L'indemnité, tout est prévu, mais ce qui peut se passer, c'est que lorsqu'il y a, comme j'ai dit, lorsqu'il y a une loi de finances rectificative qui est votée à l'Assemblée et qui est adoptée un trimestre plus tard, ça peut entraîner de retard dans le règlement donc, de certaines prestations. Ce n'est que ça que l'explication. Sinon, au niveau de la trésorerie de l'État, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Je regrette ce qui s'est passé pour notre compatriote, mais ça ne peut pas représenter une situation générale. C'est certainement un cas isolé.
Ok, Monsieur le Premier ministre, nous allons poursuivre toujours dans cette rubrique concernant donc le capital humain avec une autre question d'un citoyen que nous avons recueilli. Mon école se trouve dans le marché à Bétail. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, à quand la fin des écoles sous Payotte dans la région de l'Est? Voilà, Monsieur le Premier ministre, on l'avait vu dans le reportage, vous avez lancé donc les travaux de construction des écoles à Fadangourma avec pour objectif donc de mettre fin en tout cas aux écoles sous Payotte au Burkina Faso. La question de la dame est là. Alors à quand exactement la fin de ces écoles sous Payotte? Excusez-moi, je veux préciser, il y a les derniers chiffres que nous avons précisent qu'il y a environ 4000 écoles sous Payotte. Est-ce que vous avez un agenda précis pour gérer ce problème? L'engagement du président du Faso, c'est de faire en sorte qu'au terme du quinquennat, il n'y ait plus d'écoles sous Payotte au Burkina Faso. Le quinquennat, nous avons commencé en 2016. L'idée, c'est que d'ici 2020, il n'y ait plus de classes sous Payotte au Burkina Faso. Ces classes sous Payotte, effectivement, elles sont autour de un peu plus de 4000. Alors, ce que nous avons essayé de faire, vous l'avez si bien dit, lorsque je suis à la FADA, j'ai vu ces classes sous Payotte, j'ai eu un pincement au cœur. J'ai eu un pincement au cœur de voir des enfants assis à même le sol. Et de voir, oui, il n'y a pas de tableau, il n'y a aucune infrastructure. C'est nous qui avons bénéficié des conditions plus avantageuses quand nous étions plus jeunes. C'est quelque chose qui m'interpelle. Alors donc, la politique du gouvernement, c'est que nous prenons rendez-vous au bout du quinquennat, il n'y aura plus d'école sous Payotte au Burkina Faso. D'ores et déjà, pour 2016, dans le plan d'infrastructure, d'équipement en infrastructure du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons déjà pris des engagements forts. Et par exemple, s'agissant des écoles sous Payotte, il y a 160 écoles sous Payotte qui seront normalisées dès 2016. 160. Mais pourquoi 160? C'est parce que simplement, comme je vous l'ai dit, la loi de finances rectificative a été votée avec retard, et le temps que l'on mette tout ça en place. Mais nous avons un planning à partir de 2017 qui nous permettra de faire en sorte que la quantité d'écoles sous Payotte qui seront normalisées va aller crescendo de manière... 1 millier par an. Oui, naturellement. Je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais je pense que c'est de cet ordre-là, de manière à ce que, en tout cas au terme donc, du quinquennat, les 4000 écoles sous Payotte sont totalement normalisées. Et des chiffres qui me reviennent montrent déjà que les travaux ont commencé. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a également, effectivement au niveau de l'Est, c'est un des problèmes. Pourquoi c'est un problème? Je vous dis, la région de l'Est, ça fait à peu près 1/5 du territoire national. Et c'est une région qui est vaste. Et il y a un autre handicap qui s'ajoute à cela, c'est les distances entre les habitations. Alors, vous n'allez pas créer une école forcément pour une famille, alors que l'autre famille qui se trouve là-bas, et l'autre village qui se trouve là-bas est peut-être à 25 km, à 50 km. Alors, ça pose des problèmes de distance. C'est ça qui fait que dans cette région, le problème se pose avec un peu plus d'acuité que dans les régions où la densité de la population est un peu plus élevée. Mais c'est un problème que nous avons pris à bras le corps et que c'est un engagement du président du Faso et nous le tiendrons. Et il n'y a pas que ça. Nous avons également un programme d'infrastructure qui est beaucoup plus ambitieux. 200 CEG seront construits cette année. 200 CEG seront construits, 9 lycées d'enseignement généraux seront construits cette année par le ministère de l'Éducation nationale. Et il y aura également 2 lycées professionnels, 2 lycées scientifiques. Il y aura également 5 centres de formation technique et professionnelle avec la coopération donc, taïwanaise qui vont être construits. Et tout ça, il y aura également, voilà. Tout ça, c'est pour essayer donc d'augmenter l'offre d'éducation et pour faire en sorte que nos enfants puissent bénéficier d'infrastructures qui les permettent donc d'étudier dans de très bonnes conditions. Les écoles sous Payotte, le président, c'est un engagement du président et c'est un engagement que j'assume. Il n'y aura plus d'écoles sous Payotte au terme du quinquennat. Ce n'est pas possible. Voilà, rendez-vous.